Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, plusieurs appels internationaux essayent de résoudre la crise russo-ukrainienne. Quelles sont, d'après vous, les initiatives les plus importantes et qui pourraient vraiment aboutir à une solution pour cette crise? Aboutir à une solution politique, c'est-à-dire mettre fin à la guerre, c'est un peu tôt, je crains. Certainement, il y a une initiative américaine, il y a des négociations en cours entre l'administration américaine et les Russes d'un côté, et avec le président ukrainien, M. Zelensky, d'un autre côté, pour se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Ça, c'est le point de départ. Mais mettre fin à la guerre d'une façon définitive, je crains que c'est un peu tôt de parler de ça. Maintenant, l'essentiel est de se mettre d'accord sur un cessez-le-feu et trouver un compromis entre les conditions de la Russie pour accepter un cessez-le-feu ou pour mettre fin à la guerre, pour en finir avec cette guerre, et la position ukrainienne. Je pense que les États-Unis fait de son mieux pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, madame. Allô? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Oui, d'accord. D'accord. Voilà ma réponse à votre question, madame. D'accord, et on continue. Quels sont les pays qui soutiennent l'Ukraine et quel type de soutien est le plus important? C'est certainement l'Union européenne et plus particulièrement les puissances européennes, les plus grandes puissances européennes, soient membres dans l'Union européenne ou hors l'Union, comme telle la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France. Je crois que ces trois puissances européennes soutiennent l'Ukraine politiquement, financièrement et de point de vue humanitaire. Mais l'Europe maintenant est prête et plus disposée à discuter cet accord voulu, espéré d'un cessez-le-feu, mais pas sous les conditions de la Russie. Ils défendent la souveraineté ukrainienne, ils défendent l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et certainement ces prises de position, ces principes, certainement ne sont pas tout à fait en accord avec les conditions russes. Mais je crois que maintenant, ces pays européens, ces puissances européennes sont conscientes que l'administration américaine vraiment œuvre pour un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr, ce conflit a un impact sur l'économie mondiale et sur l'économie de l'Ukraine elle-même. Quels sont les mécanismes pour aider l'Ukraine économiquement et quelles seraient les opportunités d'investissement en Ukraine après la guerre? Moi, maintenant, c'est un point, certainement c'est intéressant de parler de ça, madame, des investissements. Les Américains parlent d'investissement. Comme vous le savez, ils ont signé un accord ambitieux l'année dernière avec l'Ukraine qui va dans le sens que vous venez de soulever, et les Européens. Mais je crois que certainement les investissements en Ukraine, pas seulement en Ukraine, en Russie aussi, ça sera un grand chantier pour les multinationales, pour les pays européens, pour les Américains et pour les compagnies ukrainiennes. Mais je crois que le point essentiel, le point important maintenant, madame, c'est cet accord de cessez-le-feu. Et si on veut parler d'investissement, de la reconstruction, certainement on doit attendre des mains qui chantent
comme je ne sais pas quand cette guerre prendra fin, et puis certainement mettre les plans d'investissement, trouver les ressources financières, parce que vous parlez, quand on parle de plans d'investissement, on parle de ressources financières énormes, milliards et milliards de dollars. Alors la question qui se pose, quelles seraient les sources de ces ressources financières, mais je crois que profiter aussi. Et quels sont les pays qui vont en profiter de la situation? L'Ukraine, la Russie, et certainement la paix entre la Russie et l'Ukraine sera certainement dans l'intérêt des deux pays, des deux peuples, qui de point de vue historique et de point de vue géographique, qui est nécessaire qu'ils vont vivre ensemble, la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Et quand les historiens vont discuter de cette guerre et les conséquences de cette guerre, je crois, à mon avis personnel, la pire conséquence, c'est que les relations entre ces deux peuples qui partagent, je dirais, une même culture, qui parlent la même langue. Oui. C'est certainement ça, c'est la victime de cette guerre-là. Et j'espère qu'une fois la paix retrouvée entre ces deux pays, les deux peuples seraient dans une position à coexister une nouvelle fois, car c'est l'histoire et la géographie qui appellent à cette coexistence. Et d'après votre expérience, est-ce qu'il existe des exemples passés de résolutions diplomatiques réussies dans des situations similaires? Certainement, vous avez l'exemple, vous avez le Japon, les États-Unis, vous avez l'Allemagne et la France, vous avez l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Si on va prendre, pour répondre à votre question, je trouve votre question vraiment intéressante, madame, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les ennemis de la Deuxième Guerre mondiale sont maintenant partenaires. Si vous prenez l'Europe, ils sont maintenant membres dans l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne, le traité de Rome de 1958, a commencé par la communauté de charbon et de l'acier entre l'Allemagne et la France. Et l'idée des dirigeants, M. Konrad Adenauer, le chancelier allemand, dans cette ère d'après-guerre immédiatement, avec les dirigeants français, sont parvenus à une conclusion que une certaine intégration économique est nécessaire, serait la base de la paix entre ces deux pays. Et ils avaient raison. Et maintenant, vous avez ce couple, quand on parle de relations entre l'Allemagne et la France, on parle toujours du couple franco-allemand, et vous avez cet exemple-là. Et je crois que c'est difficile à imaginer que les relations entre ces deux peuples, qui étaient un jour un peuple uni sous l'ancienne Union soviétique, vont rester comme ça en cet état de guerre. Mais j'espère qu'un jour, qui ne serait pas lointain, un jour la guerre mettra fin et la paix retrouvée entre ces deux peuples, entre ces deux pays. Est-ce que vous pensez que les médias ont influencé l'opinion publique du monde concernant ce conflit entre l'Ukraine et la Russie? Tout dépend de quels médias vous parlez. Si certainement en Europe, certainement, je peux dire, sauf quelques cas exceptionnels dans la presse, en Hongrie par exemple, mais la plupart des médias européens étaient pro-ukrainiens et contre M. Poutine plus particulièrement. Et certainement, c'est un point qui m'échappe. Et quand on parle de la Russie c'était un empire, la Russie c'est un continent.
et la Russie comme un pays, vous avez plusieurs fuseaux horaires, presque 5 ou 6 fuseaux horaires dans la Russie. Alors la Russie n'est pas seulement un empire, mais c'est un continent. Et je n'arrive pas ça m'échappe, madame, comment l'Union européenne et la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Grande-Bretagne ont vraiment ont vu la Russie dans ce Monsieur Poutine, c'est la Russie pour eux, et Monsieur Poutine, on doit changer le président russe. Certainement, je simplifie les choses, mais j'ai lu beaucoup dans les quotidiens français, les quotidiens anglais, les quotidiens allemands, toujours contre M. Poutine, toujours contre la Russie, et la guerre d'Ukraine est un exemple, est une preuve que Poutine et la Russie veulent restaurer l'impérialisme russe. Oui. Alors ça, ce sont des idées, de grosses, je dis une expression qui, je dirais, à outrance. Est-ce que c'est vraiment M. Poutine ou la Russie veut ressusciter un certain, et qu'est-ce que c'est l'impérialisme russe? Alors, je pense, oui, je suis d'accord avec vous, madame. Pour répondre à votre question, moi je pense que la presse européenne, les médias européens ont mobilisé l'opinion publique européenne contre la Russie. Ma dernière question, est-ce qu'on verra l'Ukraine adhérer un jour à l'Union européenne? Oui, la Russie a dit oui. Le grand nom russe, c'est l'Ukraine devienne un membre dans l'OTAN. Mais dans l'Union européenne, la Russie a dit aucune objection, mais certainement pour devenir membre, il y a des étapes à franchir pour devenir membre. Il y a les Ukrainiens devraient changer leur loi pour que leur loi soit en conformité avec les lois européennes et les lois de l'Union européenne, dont c'est presque 37 dossiers. Alors c'est un long chemin. Si l'Union européenne et la Commission européenne vont respecter les règles. L'ambassadeur Hessine Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour vos éclaircissements concernant la crise russo-ukrainienne. Maintenant, on va voir un autre commentaire. La mer de Chine méridionale est l'une des zones maritimes les plus stratégiques et les plus disputées du monde. Elle est au cœur de nombreuses tensions internationales en raison de son importance économique, géopolitique et militaire. Voyons ensemble. Plusieurs États revendiquent des territoires et des zones maritimes dans la région de la mer de Chine méridionale, ce qui provoque des conflits diplomatiques et sécuritaires. La mer de Chine méridionale est essentielle pour le commerce mondial car une grande partie du trafic maritime y transite chaque année. Elle est également riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz naturel, ce qui renforce son importance économique. Plusieurs pays sont impliqués dans ces tensions, notamment la Chine qui revendique une grande partie de la mer à travers la ligne en 9 traits, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, le Brunei et Taïwan qui revendiquent aussi certaines îles et zones maritimes. Les États-Unis, bien qu'ils ne revendiquent aucun territoire, interviennent pour défendre la liberté de navigation et soutenir leurs alliés dans la région. Ces tensions sont principalement dues à des revendications territoriales concurrentes sur des archipels. La militarisation de certaines îles, notamment par la construction de bases et d'installations militaires. Des désaccords juridiques, en particulier concernant le droit de la mer et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Ces tensions menacent la stabilité régionale et peuvent affecter le commerce. Elles provoquent également un renforcement des alliances militaires et une présence accrue des forces navales étrangères dans la zone. Malgré cela, les pays concernés cherchent parfois à résoudre des conflits par le dialogue et les négociations diplomatiques. La mer de Chine méridionale reste une zone de forte tension en raison de son importance stratégique et des revendications multiples. Une coopération internationale ainsi que le respect du droit international sont essentiels pour éviter une escalade des conflits et pour garantir la paix et la stabilité dans la région. Mesdames et messieurs, la mer Rouge est aussi un théâtre de nombreuses tensions internationales. La mer Rouge est une zone maritime stratégique reliant la mer Méditerranée et l'océan Indien par le canal de Suez. Elle joue un rôle essentiel dans le commerce mondial et la sécurité internationale. Ces dernières années, la région est devenue le théâtre de nombreuses tensions internationales en raison de conflits régionaux, d'enjeux géopolitiques et de menaces sécuritaires. Voyons ensemble ce compte rendu. La mer Rouge est l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Une grande partie du commerce international, notamment le transport du pétrole et du gaz, y transite. Tout trouble dans cette région peut avoir des conséquences économiques mondiales, en particulier sur les prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement. Les tensions en mer Rouge sont dues à plusieurs facteurs. Les conflits armés, en particulier la guerre au Yémen, qui menace la sécurité maritime. Les attaques contre les navires commerciaux mettant en danger la liberté de navigation. La présence militaire étrangère et la multiplication des bases navales dans la région. Les rivalités géopolitiques entre puissances régionales et internationales. Les conséquences internationales et l'instabilité en mer Rouge peuvent perturber le commerce mondial et accroître les risques sécuritaires. Elles poussent de nombreux pays à renforcer leur présence militaire et à coopérer pour sécuriser les routes maritimes. Ces tensions augmentent également les risques d'escalade régionale. La mer Rouge est aujourd'hui une zone de forte tension internationale en raison de son importance stratégique et des conflits qui l'entourent. C'était, mesdames et messieurs, un nouveau débat en direct sur Nile TV International. Mesdames et messieurs, la rencontre entre l'Égypte et le Bénin pour la CAN 2025 n'est pas terminée. Le score jusqu'à présent est de 1 partout. Merci pour votre attention et à la prochaine.